Nathalie Martzloff, qui est directrice de l'emploi et de la formation de l'UIMM, donc l'Union des industries des métiers de la métallurgie, de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. Nathalie, peut-être un élément, puisqu'on va parler de formation, de montée en compétences, ce qu'on a évoqué ce matin, tout ça, c'est des questions qui se posent, des enjeux qui se posent dans un contexte qu'on a rapidement dessiné, mais sur lequel il faudrait peut-être revenir rapidement, c'est-à-dire la façon dont les entreprises aujourd'hui s'engagent dans l'innovation, dans l'industrie 4.0 d'une part, et d'autre part comment elles sont confrontées à un certain nombre de difficultés en termes d'emploi et de formation. Oui, bien, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Nathalie Martzloff, directrice emploi-formation à l'UIMM. Donc l'UIMM, c'est le syndicat professionnel de la branche de la métallurgie. Une petite introduction effectivement sur comment les entreprises aujourd'hui intègrent les technologies de l'industrie 4.0. Donc ça fait quelques années qu'on entend parler dans les entreprises du 4.0. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça s'accélère. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan de relance industrie qui a été initié par le gouvernement donc, depuis l'année dernière. Alors, le Covid a eu beaucoup d'effets négatifs, mais il a eu au moins cet effet positif pour les entreprises, puisque le gouvernement a mis sur la table plusieurs milliards d'euros pour que les entreprises, et notamment les PME, puissent investir dans toutes ces nouvelles technologies. Donc, par exemple, en Bourgogne, on a plus de 760 PME qui ont investi... 760 PME. Ouais, dans les technologies de l'industrie 4.0 et pour à peu près 850 millions d'euros. Donc c'est des investissements forts. Donc aujourd'hui, on voit bien que les PME se sont aussi emparées de ces nouvelles technologies et non pas que les grands groupes. Donc on voit vraiment que ce dynamisme touche aujourd'hui toutes les entreprises. Donc il y a une appétence et des moyens. Voilà, ça c'est le premier élément. L'autre élément, c'est les difficultés en revanche. Alors les difficultés, donc aujourd'hui, effectivement, on se trouve face à quelque chose qui est plutôt positif parce qu'on a un marché de l'emploi qui aujourd'hui un chômage plutôt bas. Par exemple, en Bourgogne, on est à 4,5-5,5% de chômage. Et on voit qu'en contrepartie, on a des entreprises qui recrutent énormément aujourd'hui, qui recrutent dans des métiers, alors dans l'industrie, on va dire des métiers de production, mais aussi dans les métiers de nouvelles technologies, justement. Et aujourd'hui, les entreprises, elles ont beaucoup de difficultés à trouver du personnel qui soit qualifié dans ces nouvelles technologies, même s'il s'agit parfois aussi des métiers classiques, par exemple en production, l'usinage, le soudage. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ces métiers intègrent toutes ces nouvelles technologies. On va trouver aujourd'hui des robots, même en soudage. En usinage, on va trouver beaucoup d'automatisation ou de numérisation. Donc tout ça, il faut qu'aujourd'hui les salariés ou les futurs salariés de l'industrie soient formés à ces métiers. Alors ça, c'est tout l'enjeu pour les filières comme la vôtre, qui ont leurs propres organismes de formation, qui ont leur propre voie de formation, à travers notamment des CFA ou CFAI, CFA de l'industrie par exemple. C'est un vrai enjeu pour vous à la fois être à l'écoute des entreprises et à la fois capter des jeunes pour les attirer vers ces métiers. Alors l'enjeu, c'est effectivement de répondre dans un premier temps aux besoins des entreprises, parfois même de devancer les besoins des entreprises. L'enjeu, c'est aussi de se dire qu'est-ce que vont être les technologies pour demain, dont les entreprises auront besoin. Et l'enjeu, c'est effectivement de trouver des jeunes qui vont venir se former pour pouvoir aller travailler dans les métiers industriels. Jean-Mehdi Sigelmassi, Jean-Mehdi, ingénieur, vous êtes responsable du pôle d'excellence en fabrication additive à l'UIMM, dans les UIMM Côte d'Or et 71. Quelle réponse les filières, à travers ces centres de formation, ces offres de formation, peut-elle apporter à ces enjeux que vient d'évoquer Nathalie? Eh bien justement, comme les industriels, nous on a bénéficié aussi du soutien de l'État pour investir dans des moyens très innovants, dont le département que je gère, qui est le département fabrication additive. Mais ça a donné naissance à un grade de licence, à une licence spécifique en conception destinée à la fabrication additive, mais on construit aussi une cohérence dans les parcours que l'on propose.
on peut proposer depuis le bac une sensibilisation aux nouvelles technologies et qui va jusqu'à un niveau bac plus 5 pour offrir aux jeunes en fait la possibilité d'évoluer et de suivre l'évolution de l'industrie. Puisque l'industrie évolue extrêmement vite et de plus en plus rapidement, le tout aidé par l'État, puisque cet investissement massif dans les nouvelles technologies et la sensibilisation des industriels à l'investissement dans ces nouvelles technologies nécessite des nouveaux personnels, avec une sensibilité au numérique très forte. Il y a toujours une expertise métier, mais avec un besoin, un grand besoin dans la compréhension du flux numérique des données. Et ça, toutes les machines d'aujourd'hui sont connectées, toutes les machines d'aujourd'hui sont numériques, et ça nécessite d'autres compétences que les simples compétences métiers traditionnelles du monde de l'usinage, de la soudure, de la production en règle générale. Et on va former et accompagner ces jeunes depuis les plus bas niveaux d'études jusqu'à des niveaux bac plus 5 pour compléter leur savoir, aussi bien technique, technologique, associé à un procédé, mais aussi cette bonne compréhension numérique qui est nécessaire au monde d'aujourd'hui. Donc, les compétences de base qu'on a toujours connues, et vous ajoutez cette couche de numérique et de 4.0, j'allais dire. Avec cette, vous parlez de la continuité du bac jusqu'au bac plus 5, voire plus. Il y a obligation aujourd'hui d'envisager ça. Je dis ça pour les jeunes qui sont ici. Je veux dire, on part sur des études bac plus 2, par exemple, format court type IUT ou DUT, bientôt BUT. On doit aujourd'hui poursuivre pour atteindre ces niveaux de compétences justement que requiert l'industrie 4.0. Non, pas nécessairement, mais lui-même s'engage justement pour répondre aux besoins des industriels. Et une des méthodes que l'on a adoptées pour répondre à ces besoins, c'est de sensibiliser les jeunes à l'évolution de leur métier et à ce que leur apportera des niveaux d'études supérieurs. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de leur apporter les connaissances strictement nécessaires au niveau d'études qu'ils ont, mais on les sensibilise justement aux avancées technologiques et à ce qu'un niveau d'études supérieures pourrait leur offrir. Libre à eux, après, de choisir... Exemple, par exemple, on peut évoquer, on avait évoqué ensemble le cas des dessinateurs, par exemple. Tout à fait. En fait, on a ouvert une filière de BTS CPI, donc qui est un BTS, un niveau bac plus 2, de concepteur en produits industriels. Et on a intégré, en fait, à ce cursus, ce qui n'est pas nécessaire de faire au vu d'un référentiel qui cadre, en fait, ces formations, la fabrication additive. Pourquoi ? Parce qu'elle fait de plus en plus partie du process de conception. Dans le prototypage, on va pouvoir obtenir assez rapidement une maquette de ce que l'on a designé, mais on peut aussi designer pour des procédés de fabrication additive. C'est-à-dire utiliser de façon finale un produit issu de la fabrication additive. Donc c'est un nouveau mode de conception, c'est un nouveau process qui s'offre à eux et dont ils doivent percevoir un minima les avantages et les contraintes et limites. Donc on les initie à tout ça, et libre à eux après de poursuivre avec moi en licence, et pourquoi pas en master, en conception avancée, lorsqu'on veut aller très loin dans le perfectionnement du design. Mais on se doit de les initier parce que... On ne peut pas imaginer une formation sans cette couche 4.0. Ça paraît décalé, en tout cas, par rapport aux besoins des entreprises derrière. Plus aujourd'hui, parce que de plus en plus rares sont les moyens qui n'ont pas cette couche numérique. Soit dans la gestion, soit dans le process lui-même. Et on se doit de bien comprendre toute cette logique et cette gestion numérique. Donc, plus tôt on est initié, plus on est à l'aise. Et cette nouvelle génération est d'ailleurs plus à l'aise que nous, que même moi, avec les outils numériques. Parce qu'elles ont baigné dedans et ça leur a offert en fait une facilité d'usage qui a dû nécessiter un apprentissage le concernant. Donc, plus tôt on sensibilise les jeunes à l'évolution de l'industrie, plus facile sera leur intégration dans le monde industriel. Alors on a beaucoup évoqué jusqu'à présent uniquement la dimension de formation initiale. Mais Nathalie et Jean-Médy, il y a un autre enjeu qui est très fort quand on évoque la montée en compétences, c'est la formation continue. Ce sont les gens qui sont en entreprise aujourd'hui. Et ça, évidemment, la filière, c'est aussi son champ de compétences. Alors sur ce sujet-là, comment vous travaillez ? Nathalie ou Jean-Médy, comme vous voulez. La base fondamentale de notre travail, c'est d'abord l'acquisition de moyens high-tech. C'est-à-dire dans tous les domaines de formation que l'on peut dispenser, on est doté des plus belles technologies. Donc ça nous offre la possibilité
ça nous permet d'offrir des formations d'un haut niveau qui va aussi permettre aux industriels d'intégrer des technologies nouvelles, 4.0, quel que soit le domaine, et donc de faciliter l'évolution, sa propre évolution. Donc c'est nos moyens, nos compétences, parce que tous nos formateurs remettent en question leur expertise systématiquement grâce à l'obtention de ces moyens, puisqu'ils évoluent au fur et à mesure que les technologies évoluent, et c'est en gardant cette avance technologique que l'on peut répondre aux besoins des industriels et les sensibiliser. Et quand on accueille des personnels lors de formation continue, on leur dispense la formation qui avait été choisie, mais on peut aussi les sensibiliser à de nouvelles technologies. Et ils seront eux-mêmes promoteurs de ces nouvelles technologies au sein de leur entreprise, puisqu'elles ne seront plus si étrangères que ça. Ils se seront un peu familiarisés avec cette nouvelle façon de produire, de concevoir. Ouais, vous en faites des ambassadeurs en fait du 4.0 dans leurs entreprises. C'est un peu ça l'idée. Oui, ils le sont naturellement parce qu'ils en voient tous les avantages. Il y a toujours des contraintes, des avantages, mais ils en voient aussi tous les avantages. Et donc, ce sont les premiers promoteurs de l'innovation. Un autre enjeu, et là j'ai peut-être redonné la parole à Nathalie, qui l'évoquait tout à l'heure, c'est les besoins des entreprises sont en évolution constante et très rapide. C'est un des éléments qu'on a évoqué depuis ce matin, on voit bien que les choses bougent très très vite. C'est quand même vachement difficile d'imaginer, d'adapter en permanence les formations avec des technologies qui bougent à toute vitesse. C'est un exercice d'anticipation ou de prospective au moins en permanence, votre métier. C'est tout à fait ça, c'est ce que effectivement j'abordais tout à l'heure. On doit aussi anticiper sur les technologies à venir. Anticiper, c'est-à-dire aussi ne pas aller trop vite. Regarder quand même ce qui se passe dans les entreprises, effectivement être des ambassadeurs, avoir les dernières technologies, mais aussi rester réaliste et correspondre quand même aux besoins des entreprises. Mais effectivement, les métiers, et surtout les métiers des responsables, comme j'en ai dit en tant qu'ingénieur, c'est aussi de faire de la veille, de la prospective sur ce qui va arriver, et donc aussi de conseiller les entreprises dans leur futur, par exemple leur futur investissement dans ces nouvelles technologies. Je prends l'exemple de la fabrication additive que vous évoquiez tout à l'heure, l'impression 3D, on va l'appeler comme ça aussi. Ça, typiquement, c'est aujourd'hui quelque chose qui entre dans le quotidien des entreprises petit à petit. C'est pas trop tôt ni trop tard pour proposer une offre de formation comme la vôtre. Alors, pas du tout, parce que au final, l'introduction de la fabrication additive dans les entreprises, elle ne s'est pas faite par le biais imaginé par les fabricants de machines initialement. Ce ne sont pas les bureaux d'études qui utilisent la fabrication additive le plus dans les entreprises, ce sont les bureaux des méthodes. C'est une entité dans une entreprise qui se charge de créer les outillages et toutes les aides à la production que l'on peut imaginer. Ça n'est pas du tout la voie qui avait été envisagée par les concepteurs, mais c'est ces services-là qui ont perçu tout l'avantage d'exploiter la fabrication additive. Et tous les jeunes que l'on accueille sont ambassadeurs, mais ont été recrutés pour continuer et faire évoluer l'introduction de la fabrication additive, et à tous les niveaux de l'entreprise. Donc non, il n'est pas trop tôt. Plus le temps passe, plus les technologies complexes d'usage intègrent les entreprises. Mais aujourd'hui, énormément d'entreprises ont fait le choix de la fabrication additive pour acquérir tout un tas d'éléments très onéreux initialement qui ne nécessitaient pas nécessairement toutes les caractéristiques d'autres procédés. Alors, autre sujet sur lequel on anticipe éventuellement les besoins des entreprises, on en a un petit peu parlé ce matin, on en parlait dans l'atelier précédent à propos de la maintenance 4.0, c'est l'intelligence artificielle. Un exemple tout à fait passionnant, qui suscite plein de mythologies aussi, plein de craintes, plein de questions en tout cas. Michel Béra, vous êtes professeur émérite au CNAM, et vous êtes chargé de déployer une nouvelle formation d'ingénieur en intelligence artificielle ici à Chalon-sur-Saône. Dites-nous ce que sera cette formation et où elle en est aujourd'hui. Où en est le projet. Donc je suis effectivement pas professeur émérite. Professeur émérite, ça veut dire à la retraite, mais qui a toujours le droit d'enseigner parce que c'est père. Donc vous pouvez soit décider que vous êtes dans le film Red, vous savez, le Rita est dans Extremely Dangerous, et on vous fait pas prendre du service.
C'est un peu comme ça, je pense. Mais plus sérieusement, l'intelligence artificielle, qui est un mot qui est la nouvelle couleur du canari, et on a parlé de système expert dans les 70, on a parlé de machine learning, on prend plein de choses qui sont nées il y a déjà un certain nombre d'années et qu'on reconditionne sur des nouveaux jeux de données ou sur des nouveaux algorithmes avec des ordinateurs plus puissants ou des tailles de données plus grandes. Alors, pour mieux positionner, on a le commissaire européen Thierry Breton sur le France Inter il y a 2 jours qui a segmenté, comme on dit, les données. Qu'est-ce que c'est les données? Big data, c'est données. Il a parlé de 3 aspects: les données industrielles, les données de l'IoT, qui étaient sur votre slide juste avant notre arrivée, et puis les 3e, c'est les données de la 5G. Vous savez, le truc quand on est vacciné, là, on peut écouter Bill Gates en direct et tout. Donc, les 3 domaines de données sont un socle, une matière brute, sur laquelle on va construire un édifice qui va être de plus en plus raffiné. Et l'IA, c'est la cerise sur le gâteau, je cite une collègue et amie, François Sougelman, c'est-à-dire le petit truc qui va permettre d'oser prendre éventuellement des décisions ou de conseiller la prise de décision à des humains compte tenu des contraintes du volume de données. Donc ça, c'est le rêve. Le rêve, il est soit réalisé sans que vous le sachiez, c'est-à-dire que chez vous, vous aurez votre frigidaire ou votre machine à laver la vaisselle, il y a des puces avec toute une série d'algorithmes qui vont caler un certain nombre de choses. C'est l'IA sans le dire, mais quand vous êtes dans un domaine, je parle avec énormément de prudence parce que, comme vous le savez, j'ai quitté Matra il y a très longtemps, il y a 30 ans, donc moi, mon industrie à moi, elle est restée en 92, avant que je parte dans Internet. Donc à cette époque-là, on avait déjà des problématiques de système expert pour contrôler un satellite et tout, on faisait déjà de l'IA. Mais ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait système expert, et c'était certains algorithmes. En fait, les algorithmes ont été en gros massivement inventés dans les années 70. Qu'il s'agisse des aires de décision, qu'il s'agisse des régressions régularisées, etc., avec des petits ordinateurs de l'époque, etc. Mais les gros deep learning de mon ami Yann Lequin, c'est juste un très 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 gros réseau de neurones. Voilà. Il a été inventé en 70, le brevet qui avait eu le prix Nobel d'informatique là, récemment, il était déjà inventé. Donc on vous donne en fait, dans ce diplôme d'ingénieur qui passe sous les fourches codines terrifiantes de la commission du type d'ingénieur, donc c'est au conditionnel, il est censé... C'est pour... C'est 29-30, vraiment, alors vous êtes tous priés... Ah non, c'est une question de jour, là. Oui, bien sûr, oui. Non, il est quand même prêt. Donc on a repris tout un socle qui est la notion d'ingénieur Big Data IA qui est structuré. Et puis en faisant ma veille technologique, ce qui était un peu mon métier dans la vie, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui s'appelaient fabrication analytique, qui s'appelaient maintenance prédictive, qui s'appelaient imagerie virtuelle, qui s'appelaient rien. Donc avec les collègues, le CNAM est une grande vieille maison, il y a des collègues dans plein de domaines, et les collègues de l'UIMM et les collègues de l'ENSAM, donc c'est un tripode. On a construit toute une série du parcours jusqu'à Bac+5 pour faire un ingénieur qui a une coloration Big Data et IA, et on s'est aperçu que ça s'appelait aussi, dans un autre monde, comme le Canari tout à l'heure, Industrie 4.0. Et donc l'idée est de donner à la française une tête bien faite, une tête prudente. C'est pour ça que je suis ravi de travailler avec l'UIMM, parce qu'ils m'empêcheront de partir dans mes délires. Hein. Et mon job, c'était toujours de partir très loin et d'avoir des gens sérieux qui, eux, faisaient le job sérieusement. De donner, vous avez entendu la reprise industrielle. Je suis un Normand qui a vécu à Paris et qui a acheté à Saumur pour sa retraite. Donc vous voyez, je ne suis pas Bourguignon-Franche-Comté, j'adore le vin par contre. Et nos amis m'ont expliqué que la Bourgogne-Franche-Comté était la plus grande région industrielle de France. Oui. Même encore aujourd'hui, le pourcentage d'ouvriers chez moi, c'est un mot très noble. Hein. C'est exactement le contraire, ce qu'on pourrait imaginer. C'est aujourd'hui là où ça a été le plus ravagé par la mondialisation. Et donc dans ma tête de veille, c'est là où ça va rebondir le plus fort. C'est probablement déjà la raison pour laquelle il y a un taux de chômage qui est aussi faible, parce que mécaniquement, historiquement, ce que le directeur Chenet a très bien expliqué, l'histoire nous dit que c'est là où ça va se passer. Donc cette formation, c'est de l'ingénieur industrie matinée d'IA ou IA matinée d'industrie, je ne sais pas dans quel sens vous l'imaginez. Ça répond à une demande aujourd'hui qu'on est capable d'évaluer quantitativement avec les entreprises de la région, voire plus, les besoins à la fois en quantité et en qualité, les besoins en matière d'ingénieurs IA.
La vraie réponse, c'est en fait l'adéquation besoin-compétence. Oui. Donc dans la mission qui m'a été donnée récemment, auprès du président Martin notamment, c'est d'essayer de faire le veilleur sur les besoins en compétences de la région. C'est-à-dire d'aller voir les entreprises. Pourquoi? Parce que quand vous faites des choses à très forte caractéristique de révolution, comme le multimédia en 92 par exemple, ça change tellement vite que les profs sont derrière. Ceux qui savent ce qu'il faut enseigner, ce qu'il faut utiliser, c'est ce qu'on appelle en américain les trade secrets, c'est les entreprises et les startups qui ont le savoir créatif qui va nourrir dans le circuit commercial à la fois les grands groupes qui vont soit acheter les startups, soit recruter les ingénieurs, soit faire des accords de distribution. Ça va nourrir les profs, je suis à la retraite, je peux dire des tas de choses, hein. Ça va nourrir les profs parce que ce qu'on appelle les vacataires vont venir faire des cours et des conférences dans les différentes strates du diplôme pour justement montrer, faire toucher du bois. C'est dur de faire toucher du bois des données. Mais vous avez des petites machines dans la salle, vous avez vu des exemples. Si vous parlez avec les gens, ils vous expliquent un pliage d'une feuille de métal, etc. C'est un sujet qui génère énormément de données et c'est là où il y a un petit peu d'IA parce qu'il faut modéliser. L'IA, c'est modéliser, construire un modèle qui représente la réalité du moins mal qu'on peut. Ça, c'est un terme d'IA, moins mal. On ne peut pas faire de perfection, on peut faire du moins mal. Il y a du hasard. Le hasard, c'est quelque chose qui est le diable, hein, le hasard. Comment est-ce qu'on contrôle un modèle? Ça, c'est l'IA. Et donc, voilà. Et donc, vous êtes allé voir les entreprises, les petites, les grandes, aussi bien les startups que des grands groupes industriels. On est recommandé. Pour évaluer leurs besoins et construire une formation adaptée à leurs besoins. On a eu des lettres de soutien de grands géants comme Siemens, comme Volvo, comme... on a eu des startups très méritantes comme ATS. Là, j'ai eu je ne sais pas combien de contacts aujourd'hui. Je rappelle qu'on travaille étape par étape, unité d'enseignement par unité d'enseignement avec l'ENSAM et avec l'UE. Donc il y aura des gens sérieux qui vont vérifier que l'enseignement est bien. Par exemple, toute la qualité est basée sur le Black Belt 4.0 tel qu'il est vu par l'UIMM. Donc c'est parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Ce matin, j'ai entendu le discours du président Martin qui parlait de satisfaction du client. Ça, c'est de la culture française Bourgogne-Franche-Comté. C'est pas du tout comme ça qu'un Américain parlerait. Jamais de satisfaction. Il parlerait d'efficacité, de production, il ferait le vilain GAFA. Mais la satisfaction, niette. Donc, la culture française, à mon avis, est extrêmement bien représentée dans la région ici, mais c'est en allant parler avec les startups et avec les grands groupes qu'on va pouvoir comprendre ce qu'il faut. Donc, on a des pôles de compétitivité qui nous ont relayé déjà tout un certain nombre d'entreprises, véhicules du futur, Nucléaire Valley. J'en ai vu que 2 sur 4, il y a Plastipolis et Pythagora qui sont là. Donc vous savez, les pôles de compétitivité, ça finance des startups qui elles-mêmes sont labellisées, et puis toutes les sociétés qui sont dans la salle aujourd'hui, elles ont été labellisées par le président Martin et ses équipes, donc je pense que c'est... Voilà. Si la CTI donne son accord, ce qui ne fait aucun doute, c'est pour quand cette formation mise en œuvre en septembre? Ça ouvre en septembre prochain, voilà, à Chalon-sur-Saône, à l'ENSA. L'autre question, c'est le recrutement, vous avez bien compris. Donc, c'est de trouver un emploi, de trouver un emploi valorisant et d'avoir le côté français, le facteur humain, le respect parce que ça fait travailler des gens avec des outils d'IA, ça fait peur. Vous voyez bien un ouvert avec son téléphone qui lui dit « Toi, tu dois aller dans 2 minutes à tel endroit ». Il faut protéger l'humain. Ça aussi, c'est une dimension des arts et métiers et du CNAM. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, donc étudiants à différents niveaux d'études, je pense. Je ne sais pas, entre des IUT ou du master ou ingénieur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà, ce que vous venez d'entendre, en particulier sur l'IA dernièrement, là, sur ce que disait M. Béra, ou ce que disaient les représentants de l'UIMM auparavant. Intelligence artificielle, tout ça, c'est des éléments qui vous paraissent être inspirants et intéressants pour compléter votre formation ou vous enrichir votre parcours. Je vous donne la parole. Allez-y, on est dans un atelier, on est entre nous, donc c'est le lieu, le moment pour parler. Je peux poser une question. Est-ce que vous avez déjà regardé sur Google les trajets que vous avez effectués dans les 3 dernières années? Facile, pour ceux qui ont un compte Google. Oui. D'habitude, je fais la démo en direct et tout. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de data que vous générez dans votre vie courante. C'est l'IA, là. Là, c'est l'IA, du lourd. C'est du Google. Allez, qui voudrait prendre la parole? Il y a des questions aussi. Enfin, soyons interactifs, participatifs et collaboratifs. C'est le principe du 4.0. Pourquoi est-ce que l'IA ne prédit pas le Covid?
donne la parole à qui? Mademoiselle. Enfin, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que pour ma part, je suis plus étudiante. À quel niveau? Je suis en bac plus 5. J'ai fait un master en communication digitale, dirigeant manager d'entreprise. Et aujourd'hui, je travaille pour une entreprise avec mes 2 collaborateurs. On travaille pour une entreprise qui s'appelle Eto, qui est en fait une entreprise digitale. On accompagne les professionnels et les acteurs des filières vin, bière et spiritueux dans la transformation digitale. On est découpé en fait en 8 marques et chaque marque a sa propre activité. Donc on a un organisme de formation professionnelle continue, on a de la recherche et développement, innovation, donc un peu plus centré IA, etc. Donc je suis moins là-dessus parce que moi je suis plus sur la partie communication, marketing. Mais voilà, enfin, je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai que je pensais que c'était plus autour de la formation en général et de la transformation numérique. Voilà, et vu que je suis plus étudiante, je trouve ça très intéressant, mais je ne ferai pas de formation puisque j'en sors tout juste. Donc voilà. Un autre témoignage ou une autre réaction? Juste pour rebondir, la formation continue n'est pas destinée aux étudiants, mais bel et bien aux salariés en poste. Tout à fait. Et c'est vrai que dans le marketing, l'usage de la fabrication additive se fait de plus en plus présente. Parce que tout objet palpable aura toujours plus d'impact qu'une belle image ou un beau graphisme. On reste des humains, comme le disait M. Béra, et on est très sensible au toucher, à des sensations que l'on a perdues avec l'environnement numérique, puisqu'on a privilégié la dématérialisation et le support qui est l'écran, c'est le support que vous avez toute la journée devant les yeux et qui recueille toutes les données auxquelles vous êtes soumis. On n'a plus beaucoup de papier, on n'a plus beaucoup d'objets, et le retour à cette sensation qu'est le toucher, qui nous permet de ressentir ce que le modèle virtuel imaginé est, et ben c'est essentiel. Et pour les concepteurs, dans les bureaux d'études par exemple, la fabrication additive n'est pas exploitée pour vérifier toujours une hypothèse ou un design, c'est aussi pour ressentir, pour avoir à l'échelle 1 les objets que l'on a dimensionnés sur un écran qui la plupart du temps grossit tout. Donc ce qui nous paraissait assez immense sur un écran d'ordinateur, qui est toujours de plus en plus grand, ben, en fait est tout petit. Et on prend conscience en fait du décalage qu'il peut y avoir entre ce monde virtuel offert par le numérique et le support qui est l'écran et le monde réel que l'on peut toucher. Et quand bien même ça n'est pas la pièce réelle que l'on touche, c'est pas la pièce avec les caractéristiques mécaniques et le matériau utilisé que l'on retouche, que l'on touche, que l'on ressent. Et ben ça nous permet de revenir à des fondamentaux, le toucher, ce qu'on a perdu avec les écrans tactiles. On n'a même plus le toucher des touches. Et ça, c'est quelque chose dont l'homme a besoin, de revenir à du palpable. C'est essentiel pour l'équilibre psychique. Et dans le marketing, on offre le goodies, le concept du goodies. C'est pour justement offrir quelque chose qui se touche, et pas seulement une belle image. Donc ça n'est pas négligeable d'intégrer ce genre de technologie. Chez nous, en tout cas, au niveau de nos clients, c'est une des plus grosses problématiques, puisqu'au niveau des générations, si je prends par exemple les vignerons, oui, c'est sûr, on leur parle de digital. Alors pour les plus anciennes des générations, oui, concrètement, ils nous regardent avec des gros yeux en nous disant mais de quoi vous me parlez? Enfin oui, on leur parle communication marketing, pour eux c'est des grands mots qui veulent tout et rien dire. Donc c'est sûr qu'ils sont plus sensibles à des choses au toucher. Donc nous, notre rôle, c'est de les accompagner là-dedans. Donc c'est vrai que c'est un peu plus paradoxal pour eux. Les vignerons savent très bien ce que c'est que le digital quand il s'agit de contrôler la concentration de sucre de leur vin. Moi, j'habite à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, c'est pas la Bourgogne. Mais ils sont bourrés de petits digital, mais ils ont appris tout de suite. Donc j'ai une question pour vous. Vous avez une des entreprises du monde les plus puissantes qui s'est installée à Chalon-sur-Saône, dans la nouvelle France d'après, comme disent maintenant les sociologues. Elle est ici. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle est bourrée d'IA. Qui fait de la livraison. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Amazon. Ah oui. Amazon. Alors là, vous savez qu'Amazon, il y a des petits robots qui font la logistique parallèlement aux humains sur l'atelier et tout ça. Est-ce que vous avez, l'un d'entre vous a déjà visité ça? Je ne fais pas de la promo pour Amazon, je vous montre que le monde est déjà là. Les systèmes qui
aide les robots pour optimiser les directions, c'est un concentré de mathématiques, d'informatique, de concentration, qui nécessite justement le niveau d'ingénieur. Il faut non seulement avoir des cours sur les algorithmes qui sont la petite cerise sur le gâteau, mais il faut comprendre ce que c'est des données, qu'est-ce que c'est qu'un fichier, qu'est-ce que c'est que des traitements mathématiques d'un certain niveau, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui va diriger des projets en assemblant à la française, c'est-à-dire une transversalité qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays comme les États-Unis, où tout le monde est dans son petit silo vertical, et on va essayer de donner aux gens un esprit ouvert. Mais vous avez déjà Amazon. Je suis certain que vous avez 2 ou 3 grandes boîtes majeures qui sont dans la logistique déjà et dans la fabrication, qui sont hyper actives à Chalon-sur-Saône. Quand j'aurai fait mon tour, elles sont sous vos yeux, elles sont déjà là, c'est à côté. Et vous savez où s'est installé Amazon? Pourquoi est-ce que c'est Chalon-sur-Saône déjà, à votre avis? Depuis 100 ans, on sait que c'est Chalon-sur-Saône pour une raison de géographie, parce qu'il y a 3 grands bassins fluviaux qui sont à Chalon-sur-Saône. Jules César, il avait compris ça sous les Romains, si j'ai bonne mémoire, parce que c'était le grenier à grains de l'armée romaine pour attaquer la Gaule. Parce qu'il y avait la logistique pour fournir les armées qui était disponible. Donc c'est une ville extraordinaire, Chalon-sur-Saône. C'est une ville où tout va se passer dans beaucoup de domaines. Et il n'y a pas que ça. Je veux dire, vous pouvez prendre d'autres sociétés qui sont mortes, parce qu'elles n'ont pas vu l'innovation numérique. Et l'autre de cette société, elle était à Chalon-sur-Saône pour des raisons de logistique. C'est Kodak. Kodak était quand j'étais petit, avec les 69 ans, je vais faire malin, pas encore tout à fait. Quand j'étais petit, un Kodak ou un Kodak instamatique analogique, c'était la Bible, hein, c'est ça. Bon, maintenant, elle est morte et il y a une nouvelle boîte Amazon qui s'est installée pas dans les mêmes locaux exactement, je crois, c'est juste à côté. Mais c'est à côté. Et donc, si vous regardez toute la mobilité, avec toutes les datas que ça génère, avec l'IoT qui est lié, les véhicules autonomes et des choses comme ça, vous êtes bourré d'IA et de ça. C'est pour ça qu'il faut former les gens et on a besoin d'un niveau ingénieur pour ça, et qui s'ancre sur la fabrication. Et ça, c'est un domaine que je vais découvrir avec les partenaires, avec grand plaisir. Nathalie, Jean-Mehdi, est-ce que ces couches de 4.0, ces technos, la fabrication additive, qui est une vraie technologie utilisée, mais qui a aussi un petit côté ludique, il faut le dire, voilà, c'est de nature à poursuivre cette évolution qu'ont entrepris les métiers industriels depuis un certain nombre d'années, de changement d'image, avec en ligne de mire l'attractivité des métiers auprès des jeunes, y compris des jeunes filles. Parenthèse, mais c'est un autre sujet. Est-ce que voilà, ça contribue à ça aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense encore aujourd'hui, quand on parle de l'industrie, alors ça dépend quelle industrie, mais en tout cas dans la métallurgie, quand on parle métallurgie, on pense souvent, je pense, atelier, peut-être un peu noir, un peu sale et oui, bruyant et chaud, bruyant, etc. Alors, des idées reçues. Alors, c'est des idées reçues, mais ça existe quand même. Donc, ça existe encore. Ce matin, justement, j'étais dans une entreprise qui a participé, qui a bénéficié du plan de relance pour investir dans des nouvelles technologies. C'est une entreprise de chaudronnerie, usinage. Et forcément, c'est un atelier donc, où il y a du bruit. Mais aujourd'hui, et c'est une PME, donc, et là on voit bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, où on a une vraie accélération quand les PME, quand on sent que les PME donc, vont dans ces nouvelles technologies, on peut se dire que c'est gagné, parce qu'on parle des grands groupes, on parle d'Amazon, donc c'est énorme, les grands groupes ont vraiment en plus de l'argent à mettre dedans, les PME, parfois, il faut les aider. Donc là, effectivement, le plan d'investissement était bienvenu. Et ce matin, c'était vraiment là pour innover, donc dépasser ces schémas pour l'entreprise, pour la productivité, mais aussi pour les salariés. Parce que derrière, il expliquait, donc le dirigeant expliquait que derrière, les salariés allaient se former à ces nouvelles technologies et ça allait aussi changer leur façon de travailler. Puisque vont intégrer, les salariés doivent aussi intégrer le numérique, doivent intégrer par exemple le travail avec des tablettes, alors que là tout se faisait avec du papier, hein, exactement. Donc on a vraiment un nouveau révolution culturelle, exactement, pour les salariés. Et donc ça va changer l'image de l'industrie. Allez, questions, réactions, témoignages?
Qui voudrait prendre la parole? Moi, je vais expliquer peut-être ce que ça a permis. La fabrication additive, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est des procédés qui offrent plein de rêves. Mais une des particularités, c'est que ce sont souvent des technologies assez propres. Moi-même, je suis installé au 2e étage d'un bâtiment tout neuf, qui ne ressemble pas à une usine, qui est pourtant doté d'une multitude de machines bel et bien industrielles, et j'évolue dans un environnement qui s'apparenterait plus à celui d'un bureau qu'à celui d'une usine, avec l'image très germinale que l'on peut avoir. C'est pas ça. Et en plus la mixité, parce que la pénibilité dans l'industrie, ça fait tout de même bien longtemps qu'elle a été plus que réduite au strict minimum. Il y aura toujours des domaines où la pénibilité est quand même assez importante, mais c'est une véritable... C'est même plus une minorité, c'est presque anecdotique. Par contre, ça évolue énormément. Et les métiers comme l'usinage même évoluent. Puisqu'on imagine un atelier d'usinage avec énormément de polluants, de gras, un environnement pas très propre, pas toujours très propre. Les industriels évoluent aussi en proposant des machines avec de nouveaux modes de lubrification, par exemple, où on va récupérer des pièces parfaitement propres. L'industrie est devenue non plus un environnement un peu sale, mais la plupart du temps, un environnement qui ressemblerait plus à un laboratoire, où on va essayer justement de minimiser l'impact, la salité, je ne sais même pas comment le dire. L'environnement n'est plus sale, l'environnement n'est plus physique, ne nécessite plus de la force physique. On est véritablement dans un environnement agréable à vivre, confortable. Et la fabrication additive, bon, ça facilite grandement les choses, mais tous les autres domaines de l'industrie évoluent dans ce sens. Parce qu'on a bien compris qu'un des plus gros freins pour l'industrie, c'était ces freins psychologiques. Où on imagine des choses, mais qui ne sont que des idées que l'on a issues de films. Mais la réalité est bien différente. Un mot pour terminer, Michel Bérard. Oui, c'est sur la réalité augmentée, c'est toujours pareil, le futur est déjà parmi vous, mais vous ne le voyez pas encore. Qui parmi vous a joué au Pokémon qu'on chasse en réalité augmentée? Ils n'osent pas le dire, mais il y en a qui vous filmez avec le truc, le casque, là, je ne sais plus quoi, vous le lancez le smartphone. Vous prenez le smartphone et vous voyez un Pokémon qui est dans la salle, il est assis sur le 3e siège et tout, vous le voyez sur le smartphone, mais personne ne le voit. C'est la réalité augmentée. Alors ça, c'est pour vous former, on parlait de la formation des gens à une interface, les jeunes, à une future ergonomie. Mais aujourd'hui, en maintenance prédictive, on met un casque, on regarde un vrai moteur de vrai, il y a le jumeau numérique qui va dessiner une image juxtaposée, qui va colorier les endroits où il faut réparer et tout. Ça vous paraît de la science-fiction, c'est pas vrai, c'est pour aujourd'hui. Ma femme a fait partie des équipes d'Air France qui ont installé le système ACARS dans les avions. Un ACARS, c'est quelque chose qui mesure les moteurs, mais pas aujourd'hui, depuis 20 ans, et qui télécharge via les satellites l'état des moteurs, avec des tas de capteurs partout, ce qui fait que quand l'avion arrive, il y a tout un plan sur la tablette qui permet de savoir qu'est-ce qu'il faut démonter dans le moteur, qu'est-ce qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc l'IA est déjà parmi nous depuis un certain temps. Ce qu'on va essayer dans cette formation, c'est de former les élèves ingénieurs, les auditeurs, qui sont donc au CFA de l'UMM, c'est important de le dire aussi, à avoir l'esprit ouvert et à faire ce raccrochement, non seulement du soft power, comme on dit, américain dans les films, qui vous montrent l'ergonomie qu'ils veulent. Regardez les films qui viennent de... Regardez Dune et regardez l'ergonomie dans Dune quand ils analysent la sécurité du bâtiment. C'est pas pour faire joli, pour faire Hollywood, c'est le cahier des charges pour tous les mecs de la Silicon Valley qui doivent réaliser le système rapidement. Ça a été fait plusieurs fois. C'est le patron du labo de physique de la Solamos qui me l'a appris quand j'étais à la Gardelle, à Matra. Donc ça, si vous voulez, c'est déjà parmi vous. On vous donne des jouets pour vous former la tête et le diplôme, il veut vous ouvrir, vous donner la liberté de comprendre ce qui se passe en partie, et notamment la protection de l'humain. Il y a une équipe à Cluny extraordinaire qui fait de la vision sur ordinateur, de la positionnement des ouvriers dans l'usine pour voir s'il y a une souffrance. Ça vous dit rien, mais si je vous parle d'une Mercedes et quand vous avez vos mains qui ne touchent pas le volant d'une certaine manière, on vous alerte que la voiture va avoir à être en danger, vous êtes dans de la maintenance prédictive, vous êtes dans l'ergonomie même. C'est de l'IA, ça c'est de l'IA. C'est déjà parmi vous. Vous avez été datamanés il y a plus de 20 ans, tous ceux qui ont un abonnement de téléphone, par des algos. Vous avez été classés en segments sociaux. J'ai travaillé avec le patron des réseaux sociaux d'Amazon il y a très longtemps, en 2002.
Vous avez déjà été data miné, vous êtes data miné en permanence. Vous avez vu Viva qui sort maintenant, ceux qui ont Windows 11, qui sort maintenant la liste des courses, des choses à faire sur la journée avec l'agenda et ça. Ça, c'est l'IA. Donc l'industrie, il est en train de rentrer dans ça. Il va y avoir des choses vraiment extraordinaires. Et on travaille avec toutes les startups de la région, qui est l'une des plus en avance sur le sujet. On va mettre dans l'enseignement le plus up-to-date pour garantir un recrutement et une vie professionnelle heureuse. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Je vous convaincrai, la CTI, on n'a aucun doute là-dessus. J'espère convaincu un certain nombre de nos étudiants ici de poursuivre voilà, vers l'IA. Merci, vous avez envoyé un peu de rêve, hein, voilà, donc c'est bien, c'est chouette, mais en même temps, c'est de la réalité. Voilà, donc merci beaucoup à tous les trois, merci pour votre écoute. Et puis on se dit bonne soirée et bonne continuation pour vos études. Au revoir.